Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, Café Débat, c'est l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème, un thème très important qui concerne l'économie maritime de notre pays et qui impacte effectivement, on va dire, les revenus nationaux de la Guinée, mais des sujets qui passent le plus souvent inaperçus. La Guinée, un pays côtier, regorgeant de plusieurs espèces aquatiques, qui a un littoral long de 350 km notamment. Eh bien, comment est-ce que nous gérons cet espace maritime? Et comment est-ce que la préfecture maritime fonctionne, cette entité qui a été créée pour coordonner l'action du gouvernement dans cette zone maritime notamment? La question de surveillance maritime, la question de pêche illicite, la question d'arraisonnement, la question de typologie des espaces maritimes, tout ça, nous en parlons. Et pour en parler, j'ai décidé de donner la parole à un spécialiste en la matière. Il s'agit de M. Amidou Diallo. Il est juriste et spécialiste en droit maritime, évidemment professeur de la même discipline dans un certain nombre d'universités de la place. Monsieur Diallo, bienvenue dans cette émission Café Débat. Bonjour Monsieur Diallo, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, c'est votre première dans cette émission et pour aborder cette thématique de droit maritime. Oui. D'abord, c'est quoi le droit maritime? Bien, le droit maritime est une discipline complexe. D'abord, il faut dire que le droit maritime est à la fois une branche du droit public et privé. Le droit maritime n'est rien d'autre que l'ensemble des règles juridiques applicables dans le domaine maritime. Et dans le domaine maritime, nous avons plusieurs activités. Vous avez des activités relatives à la pêche maritime, vous avez des activités relatives ici au transport maritime, vous avez des activités portières, vous avez des activités douanières, vous avez la lutte contre la pollution, etc., etc. Donc, le droit maritime est un ensemble de règles hiérarchisées qui réglementent aussi la navigation maritime et qui réglementent les activités qui se passent en mer. Alors, la Guinée, c'est un pays, ou un des pays, en tout cas du continent africain, qui a eu le privilège naturel, on peut dire divin, d'être à côté de la mer. Oui. Donc, on l'appelle ainsi pays côtier. Alors, mais comment est-ce que nous sommes organisés dans la gestion de cet espace maritime, comme nos gouvernants gèrent l'espace terrestre au quotidien? Est-ce qu'il y a de l'ordre dans cet espace? Est-ce que cet espace est utile à notre économie? Ou est-ce que tout ce qui se fait seulement dans cette zone maritime-là, c'est de la pêche dont on entend parler tous les jours, la pêche, la pêche, la pêche? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui se passe à ce niveau? D'ailleurs, récemment, on a assisté à la création de cette préfecture maritime. Qu'est-ce qui a nécessité la création de la préfecture maritime? Quel est le rôle de cette préfecture maritime dans la gestion de notre espace maritime? Et nous avons combien de... Notre espace maritime se limite à quelle dimension ou grandeur? Quelle est la superficie de notre espace maritime? Un ensemble de questions comme ça, justement, pour commencer. Donc, il faut comprendre, comme vous l'avez dit, il y a l'ordre, il y a ici ce qu'on appelle la sécurisation des espaces maritimes guinéens. La manière dont on instaure l'ordre au niveau des espaces terrestres, c'est ainsi aussi que l'État a pris des mesures pour mettre l'ordre au niveau des espaces maritimes qui nous appartiennent. Donc il faut comprendre, en Afrique, nous avons 54 États. Et parmi ces 54 États, il y a 34 États qui sont considérés comme des États côtiers, c'est-à-dire des États qui sont situés à proximité de la mer. Dans la Guinée. Dans la Guinée. Donc, dans toute l'Afrique, les 54 États africains, il n'y a que 34 qui sont au bord de la mer, on va dire comme ça. 34 pays qui sont situés à proximité de la mer. Donc, pour revenir sur votre question, dans le cadre du maintien de l'ordre en mer, vous savez, 64% de la surface de la Terre est recouverte par des océans.
Donc 86% du commerce international des marchandises se passe par la voie maritime. Ce n'est pas seulement les activités de pêche qui se passent en mer. Il y a d'autres activités. Si vous recevez des habits ici, de la nourriture et autres, c'est parce que le voyage là se passe par la voie maritime. Donc 86% du commerce international des marchandises se passe par la voie maritime. C'est ainsi que le droit des transports maritimes fait partie de cette filière qu'on appelle droit maritime, qui réglemente ici le transport maritime, qui est considéré comme le déplacement d'un bien d'un point A vers un point B. Donc dans le cadre de la sécurisation de nos espaces maritimes, avant de rentrer dans ce débat, il faut expliquer d'abord à nos téléspectateurs qu'il existe des types d'espaces maritimes qui peuvent appartenir ici à l'État côtier. Donc, conformément aux conventions que la Guinée a signées sur le plan international, des conventions relatives ici à l'utilisation de l'espace maritime, à la répartition des espaces maritimes, nous avons une convention qu'on appelle la Convention de Montego Bay de 1982. Donc, ça, c'est la convention internationale ici qui répartit ici les espaces maritimes. Donc, sur cet aspect, nous avons trois types d'espaces maritimes. Vous avez des espaces maritimes qui sont annexés par le territoire terrestre, et c'est là-bas où on retrouve la mer territoriale. Et la mer territoriale n'est rien d'autre qu'un espace maritime qui est situé jusqu'à 12 nautiques, jusqu'à 22 km en mer. D'accord. Donc cet espace-là, c'est la souveraineté totale de l'État côtier, c'est la juridiction de l'État côtier qui est applicable sur cet espace. Donc après ça, vous avez des espaces maritimes sur lesquels l'État côtier exerce un droit souverain en matière économique. D'abord, l'espace, ça veut dire que quand je prends à partir du port de Boulbinet là-bas, il y a trois catégories d'espaces maritimes qui se prolongent en mer là-bas et qui peuvent être sous la juridiction du pays côtier, par exemple de la Guinée. Oui. Donc la première catégorie d'espace maritime... La première catégorie, vous avez la mer territoriale. La mer territoriale. Oui. Donc qui s'étend sur... jusqu'à 12 nautiques, c'est-à-dire jusqu'à 22 km en mer. Donc dans cet espace-là, c'est la juridiction de l'État côtier qui est applicable. Donc de Boulbinet par exemple jusqu'à 12 km en mer. Oui. C'est les mêmes juridictions qui s'appliquent sur terre ici, qui s'appliquent dans cette zone, en termes de loi et tout. En termes de loi, et par exemple, la pêche industrielle, par exemple, est interdite dans ce type d'espace. D'accord. Parce que dans l'espace territorial, dans la mer territoriale. Dans la mer territoriale. Parce que nous avons considéré que si les navires de pêche industrielle viennent là-bas, et nos parents n'auront rien à pêcher à travers les pirogues. Donc c'est ainsi que le code de la pêche maritime de 2015 qui a été élaboré a interdit la pêche industrielle dans cette zone. Les autorités ont jugé nécessaire de réserver cette zone ici. À la pêche artisanale, par exemple. À la pêche artisanale. Parce qu'on se dit que c'est notre territoire direct. Jusqu'à 22 km. Jusqu'à 22 km en mer. Il y a aussi des espaces qui sont derrière ça, comme la zone contiguë qui s'étend jusqu'à 24 nautiques, comme la zone économique exclusive jusqu'à 200 nautiques, et le plateau continental, vous avez la haute mer, vous avez la zone internationale des fonds marins. Mais au niveau des espaces maritimes sur lesquels l'État côtier exerce un droit souverain en matière économique, vous avez la zone contiguë, vous avez la ZDE qui est la zone économique exclusive, et le plateau continental. Donc la Guinée a un droit souverain en matière économique dans ces espaces-là. Aucun navire étranger ne peut venir exercer des manœuvres là-bas ou exercer des activités quoi que ce soit sans l'autorisation des autorités maritimes. Donc c'est différentes catégories d'espaces maritimes à partir de la mer territoriale jusqu'à la zone contiguë. Maintenant jusqu'à la dernière catégorie qui peuvent être sous l'autorité de la Guinée, s'étend en tout sur combien de kilomètres en mer par exemple? C'est la dernière zone. On appelle la zone contiguë. Et après ça, vous avez le plateau continental. Le plateau continental, c'est le prolongement, en un mot, géographiquement, ce plateau est considéré comme le lit de la mer. Donc, c'est à 372 km en mer. Donc, c'est pourquoi on dit que le plateau continental, c'est l'extension de la zone économique exclusive. Donc jusqu'à 372 km en mer,
Nous devons comprendre, les Guinéens doivent comprendre que ces espaces-là appartiennent à la République de Guinée. Donc c'est comme quitter Conakry, aller derrière Mamou, toute cette distance. Nous avons cet espace en mer qui est sous l'autorité, la juridiction de l'État côtier. La Guinée. Ça, c'est tous les États côtiers qui sont situés à proximité de la mer ont ce privilège-là. Bien. Et donc, pour gérer tout ça, parce que c'est quand même ça fait un vaste domaine maritime, ça. Alors, est-ce que la Guinée arrive à gérer? Est-ce qu'il y a des systèmes de surveillance, de contrôle? On va parler de tout ça. Justement, pour coordonner tout ça, vous avez dit qu'on a créé la préfecture maritime. Donc, c'est quoi la préfecture maritime? D'abord, pour les curieux, dès lors qu'on a entendu parler de préfecture maritime, on a pensé que c'est une préfecture qui est installée en mer là-bas, comme par exemple la préfecture de Mamou. Hein. Alors, est-ce que c'est un peu pour rire, mais la préfecture maritime, elle est installée où? Quelle est la nécessité qui a amené à la création de cette préfecture maritime? Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette préfecture maritime? Bien, c'est une question qui fait rire, mais qui mérite d'être répondue. Absolument. Parce que j'ai des étudiants à l'université qui m'ont toujours posé cette question. Vous savez, la question de la mise en place de la préfecture maritime, c'est une nouveauté en Afrique. D'accord. Par exemple, la Guinée est le premier pays en Afrique à avoir une préfecture maritime. Ah, le premier pays? Le premier pays. Après, parmi les 34 pays côtiers du continent. Après, il y a eu le Bénin, la Côte d'Ivoire qui a deux préfectures maritimes, une qui est installée à Abidjan et une à San Pedro, et aussi la République du Togo. Donc, compte tenu de la grandeur de ces espaces maritimes, vous savez, il y a plusieurs services qui interviennent dans le domaine maritime. Nous avons plus de au moins 8 ou 7 départements ministériels qui interviennent dans le domaine maritime. Vous savez, ces départements ne peuvent pas venir, chacun va intervenir et faire quoi que ce soit. Donc il y aura des fois... Il y a par exemple le ministère de l'Environnement, le ministère des Pêches, le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, le ministère des Transports, le ministère du Tourisme, etc. etc. Donc, c'est à travers ça... dans le souci de la sécurisation de nos espaces, le président de la République a accepté de mettre en place une préfecture maritime en 2012 à travers un décret qu'on appelle le décret 081 du 18 juin 2012, mettant en place une préfecture maritime. La préfecture maritime n'est rien d'autre qu'une entité de l'État, ici qui est rattachée au ministère de la Défense nationale, qui joue le rôle de la coordination de l'action de l'État en mer. Qui dit coordination de l'action de l'État en mer, c'est-à-dire c'est la coordination des activités des autres départements ministériels dans le domaine maritime. Cela ne veut pas dire qu'on va retirer ces départements ministériels ici de leur attribution. Non, on joue le rôle de la coordination. On se retrouve, on coordonne ensemble ce qui se passe en mer. Donc, dans cette coordination, vous devez comprendre que la préfecture maritime intervient à plusieurs niveaux. La préfecture maritime lutte contre la pêche illicite, la préfecture maritime lutte contre le brigandage en mer, la préfecture maritime lutte contre la piraterie maritime, la préfecture maritime lutte contre l'immigration clandestine, la préfecture maritime lutte contre aussi le trafic illicite des stupéfiants en mer. Donc, voilà la nécessité de la préfecture maritime dans un état côtier. Et je pense que depuis que la préfecture maritime a été mise en place... Est-ce que ce travail, justement, qui revient à la préfecture maritime, il fait ce travail? Parce que, je l'ai dit, c'est un vaste espace, l'espace maritime que nous avons. Son rôle de contrôle, de surveillance, est-ce qu'il arrive à le faire? C'est bien, on a défini les rôles, mais est-ce que la préfecture maritime arrive à le faire? Avec quels moyens elle fait ce travail? D'abord en termes de surveillance, elle a la capacité d'aller jusqu'où? Parce que surveiller jusqu'à 372 km de zone en mer, et de façon, je ne sais pas si c'est carré ou triangulaire, mais en tout cas, c'est surtout le littoral en quelque sorte. Maintenant, est-ce que la préfecture arrive à faire ces surveillances? Par quels moyens, quelle méthode de surveillance? Comment ça se fait exactement? Bien sûr, la préfecture arrive à surveiller les zones qui appartiennent ici à la République de Guinée.
quand nous prenons des structures de surveillance, je vous ai dit que la préfecture coordonne les activités de plusieurs administrations. Donc, les structures de surveillance. Vous avez le sémaphore de Tamara. Le sémaphore de Tamara, c'est une structure de surveillance qui est située au niveau des Gilles, derrière Kassa. Vous avez le sémaphore de Tamara, le sémaphore de Koundinde. Donc ces deux sémaphores permettent ici de balayer, d'avoir une vision satellitaire au niveau des eaux qui nous appartiennent. Et ces sémaphores sont connectés directement avec la préfecture maritime à travers un centre qu'on appelle ici le COM, le centre opérationnel de la préfecture maritime. Donc au niveau de ce centre opérationnel de la préfecture maritime, il y a un radar qui reçoit ici l'image de tout ce qui se passe dans nos eaux, qui reçoit l'image de tous les navires qui traversent, tous les navires qui traversent nos eaux, tous les navires qui sont en train d'effectuer des activités dans nos eaux. Donc, à part la préfecture maritime, il y a d'autres structures de surveillance. Vous avez par exemple la capitainerie du port autonome de Conakry. Vous avez, dans le cadre de la lutte contre la pêche non autorisée, vous avez le Centre national de la surveillance de la pêche maritime qui est situé à Boussra, qui est un service qui est rattaché au ministère des Pêches. Vous avez la Direction nationale de la pêche maritime, vous avez aussi le Centre national de la recherche halieutique de Boussra. Donc, en un mot, vous avez la Marine nationale, qui joue un rôle prépondérant d'ailleurs, l'état-major de la Marine nationale. Donc, en un mot, nous parvenons vraiment à visualiser tout ce qui se passe dans nos eaux. Bien. Et la question de souveraineté de notre pays dans nos eaux, en termes de conflits, est-ce qu'il y a des conflits qui arrivent? Est-ce qu'il y a des éruptions souvent dans nos mers par des navires qui ne devraient pas le faire? Est-ce qu'il y a des navires sans venir accoster chez nous, traversent nos eaux sans répondre justement au principe, à la matière, sans contacter les autorités? Est-ce qu'il y a des cas comme ça qui arrivent? Quand ça arrive, qu'est-ce que la législation dit? Comment la Guinée peut faire valoir son droit sur voilà, les gens qui se rendent coupables de ces situations de violation de la loi ou du droit maritime? Est-ce qu'il y a des exemples comme ça qui sont arrivés? Oui, et c'est d'ailleurs la nécessité de la mise en place de l'application du droit maritime dans le domaine des activités maritimes. Vous savez, un navire étranger, dans l'étude d'un navire, il y a des caractéristiques d'un navire. Chaque navire possède une nationalité. Et on dit bien que la nationalité, c'est quoi? C'est un lien juridique qui attache une personne à un État. Donc, un navire étranger qui utilise les espaces maritimes guinéens a le droit de passer dans les eaux sous juridiction de l'État côtier. Est-ce que vous avez compris? Il y a ce qu'on appelle le passage inoffensif d'un navire étranger dans les eaux sous juridiction de l'État côtier. Le passage inoffensif. Le passage inoffensif d'un navire étranger dans les eaux sous juridiction de l'État côtier. Il y a l'article 18 de la Convention de Montego Bay, que même la Guinée a ratifié, qui donne le droit à un navire qui appartient à un autre État de passer dans nos eaux sans que ce navire soit intercepté. Bien. Mais il y a des conditions. Ce passage-là doit être rapide et contenu. Ce navire-là ne doit pas se rendre dans les eaux intérieures. Ce navire-là ne doit pas effectuer des activités illicites. Il ne doit pas s'arrêter même. Il ne doit pas s'arrêter. Le navire doit passer. On dit que le passage doit être continu et rapide. Le navire ne doit pas effectuer des activités de pêche. Le navire... Mais est-ce que le navire n'est pas tenu d'informer je ne sais pas si on peut dire les gens, à l'image de l'aviation, par exemple les gens qui sont à la tour de contrôle pour dire nous rentrons dans votre espace aérien, donc quand le navire doit rentrer dans notre espace maritime, informer les gardes, la surveillance pour dire que oui, nous nous identifions, c'est tel bateau, nous devons passer pour continuer et tant. Il y a, il y a tout ça qui est demandé. Tout ça c'est demandé. Vous savez, chaque navire est identifié. Il y a un système d'identification qu'on appelle l'AIS, Automatic Identification System. Donc,
À chaque fois qu'un navire passe, le navire peut appeler sur le canal 14. D'accord. Il y a ce qu'on appelle VHF. Et au niveau de la préfecture maritime, il y a des radios. Bien. Canal 14, VHF, et aussi la capitainerie du port port de Conakry aussi joue ce rôle. Il n'y a pas un navire qui passe dans nos eaux sans que ce navire informe les autorités guinéennes. Alors, pourtant, malgré tout ça, il y a des situations qui nous échappent, ou il y a des situations d'irrégularité qui se passent dans nos eaux. On parle de pêche illicite. Oui. Est-ce qu'on parle aussi de brigandage dans nos eaux? Est-ce que ça arrive? Les questions d'arraisonnement de certains bateaux, comment c'est géré? On va parler de tout ça dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause thé. Nous nous retrouvons pour développer d'autres aspects de cette thématique importante, notamment le droit maritime, en parlant des eaux de notre pays, la Guinée, qui a un espace maritime assez vaste, assez développé, avec des activités de pêche notamment très développées et des ressources halieutiques très riches aussi et très prisées un peu partout. À part ça, les autres activités économiques qui se passent dans nos eaux, notamment l'accostage des multiples bateaux qui arrivent dans notre pays et qui viennent tout de suite dans la deuxième partie, on en parle. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui aborde aujourd'hui un thème important lié à l'activité maritime, donc la réalité dans les eaux guinéennes, la Guinée qui a 350 km de littoral, qui a au moins 372 km aussi d'espace maritime, à perte de vue, comment est-ce que nous gérons cet autre espace qui participe aussi à l'économie en termes d'activités qui se passent dans nos eaux, la pêche artisanale ou la pêche industrielle, les transports, le transport maritime aussi qui apporte aussi de la devise et de la recette, ainsi de suite. Pourtant, il y a aussi des activités illicites aussi qui s'y passent. En termes de contrôle, comment ça se passe, et vous l'avez compris depuis la première partie de cette émission, j'ai donné la parole et je continue donc à la lui donner à Amidou Diallo, juriste et spécialiste en droit maritime. Alors oui, je parlais tout à l'heure de contrôle de tout cet espace. Quand on dit que nous avons, genre comme quitté Conakry jusqu'à derrière Mamou là-bas, de distance à contrôler. En mer, on sait que la mer elle est trop vaste, mais à un moment donné, j'ai entendu un ministre dire que nous n'avons pas tous les moyens. Par exemple, quand on parle des vedettes, il y avait un nombre insuffisant de vedettes et il y avait un problème de qualité. Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la Guinée s'est dotée des moyens qu'il faut? C'est vrai que vous n'êtes pas décideur du ministère des Pêches, des Transports, mais le constat, la réalité, est-ce que la Guinée a la même mise sur tout l'espace qu'on a à travers les moyens de contrôle qui sont censés être disponibles, les vedettes, les bateaux qu'il faut pour cela, même la surveillance satellitaire et tout. Est-ce que nous avons tout ce dispositif en place? Bon, nous, on ne peut pas dire que la Guinée a tout. Le dispositif, mais nous avons le nécessaire. Parce que le dispositif satellitaire, cela existe. D'accord. Ouais. Au niveau de la préfecture maritime, par exemple, il y a un système de communication qu'on appelle Civision. Civision, on utilise à travers l'Internet qui nous permet aussi de contrôler nos eaux. Et les vedettes là, servent à quoi? Est-ce qu'il y en a un nombre selon à votre connaissance? Bon, à ma connaissance, la Marine nationale possède beaucoup de vedettes.
Et vous avez aussi le Centre national de la surveillance de la pêche maritime aussi, qui possède aussi des vedettes de surveillance. Donc, à travers ce centre, surtout dans le domaine de la lutte contre la pêche illicite, et il y a aussi l'appui de la coopération française aussi. Souvent les navires de la coopération française aussi passent dans nos eaux, qui effectuent des activités de surveillance. D'accord. Des fois même, l'État utilise des aéronefs pour la surveillance. Donc c'est pour vous dire que la surveillance est assurée. Depuis la mise en place de la préfecture maritime, la mise en place de la préfecture maritime a renforcé cette surveillance. Alors, nous avons donc 372 km d'espace maritime à surveiller et il y a quand même des infractions qui arrivent. Alors, comment ces infractions sont gérées? Quelles sont les pénalités qui sont prévues pour ça? Et quels sont les types d'infractions qui sont le plus souvent commises en mer? Et pour le cas guinéen, qui ont souvent été enregistrés? Oui, sur cet aspect, il y a des infractions relatives ici au trafic maritime. Et qui parle du trafic maritime ici, parle du transport maritime ou en tout cas du transport dans sa globalité. D'abord, les infractions relatives au trafic maritime, il faut retenir qu'il y a deux. Vous avez le brigandage en mer, vous avez la piraterie maritime. Le brigandage en mer, c'est une infraction, c'est des actes qui ont été coordonnés par des inconnus qui prennent des pirogues, qui se dirigent dans nos eaux et ils s'attaquent à des navires qui sont venus ici pour transporter ici la marchandise ou des navires qui sont de passage. Donc ce type d'infraction, si l'infraction est commise dans une zone qui relève de la juridiction de l'État côtier, et ce type d'infraction est appelé brigandage en mer. Mais depuis longtemps, il faut comprendre que la préfecture maritime lutte contre cette pratique. Donc, le brigandage en mer était une réalité dans nos eaux. Oui, le brigandage en mer, oui, des fois ça se passait. Les gens s'attaquaient à des bateaux. Les gens s'attaquaient à des navires, mais ce n'est plus récurrent maintenant. Parce qu'il y a une unité qu'on appelle la gendarmerie maritime et fluviale. Et aussi les unités de la marine nationale. Donc, ils patrouillent, ils font des patrouilles dans nos eaux pour la surveillance maritime 24 heures sur 24. Et surtout depuis la mise en place de ces contrôles de surveillance, le sémaphore de Tamara, le sémaphore de Koundinde, et cette pratique a été arrêtée. Et deuxième infraction, c'est la piraterie maritime. La piraterie maritime, là, l'acte est considéré comme acte de pirate lorsque l'acte est commis ici en dehors des eaux qui se trouvent sous juridiction ici de l'État côtier. C'est-à-dire en dehors des 372 km? Voilà, tel que en haute mer. La haute mer, c'est un espace maritime qui ne relève pas de la juridiction d'un État côtier. Donc quand un bateau est en haute mer, la Guinée ne peut rien entreprendre contre ce bateau en termes d'activité en mer, ceci ou cela, parce que c'est en dehors de notre juridiction. En haute mer, il y a ce qu'on appelle la liberté de la navigation. Mais qui dit liberté de navigation ne dit pas aussi de commettre encore ce qui est interdit. Parce que la haute mer... Là-bas, c'est la législation internationale qui gère les navires qui sont en haute mer. La législation internationale, il y a ce qu'on appelle... au niveau de la haute mer fait partie des espaces maritimes internationaux. Vous avez la haute mer, la zone internationale des fonds marins. Il y a une autorité qu'on appelle l'autorité internationale des fonds marins qui gère ces espaces qui n'appartiennent pas aux États. Mais dans le souci de la coordination des activités en mer, de la sécurisation des espaces maritimes, il y a des structures de surveillance en dehors de la Guinée. Comme par exemple ce qu'on appelle le CRESMAO. Le CRESMAO siège à Abidjan. Vous avez le CRESMAG Congo-Brazzaville et le Centre international de coordination à Yaoundé. Donc il y a d'autres structures aussi qui interviennent dans ce sens. Vous avez le COMHAFAT, par exemple, qui est une structure marocaine qui est soutenue ici par l'Organisation maritime internationale.
Alors, la question est-ce que les infractions seulement qui se passent en mer ou par exemple dans les eaux guinéennes se résument aux activités de pêche maritime? Parce que le plus souvent, c'est que nous attendons les situations sur lesquelles les journalistes tombent en termes d'investigation, c'est les cas de pêche illicite. Oui. On dit, bon, on a intercepté un bateau. Le plus souvent, on a entendu parler des bateaux chinois, parce qu'ils sont le plus souvent dans l'illégalité. On a intercepté un bateau en situation de pêche illicite. Ça veut dire que ce bateau était où quand on parle de pêche illicite? Parce que les gens ont envie de comprendre aussi, quand on parle de pêche illicite en mer. Est-ce qu'il est allé, les catégories d'espace maritime que vous avez, les typologies d'espace maritime que vous avez définies, est-ce que ça veut dire que si un bateau est pris en situation de pêche illicite, c'est parce qu'il était dans tel type de mer, de zone où il ne devait pas être, il est censé être dans tel type? Vous allez en parler. Et donc, est-ce que les infractions se limitent seulement à la pêche illicite ou il y a d'autres types d'infractions, à part bien entendu le brigandage maritime et la piraterie qui se commettent, par exemple, dans les eaux guinéennes, et quelles sont les sanctions et les structures de la préfecture maritime qui sanctionnent ce genre de situation? Et dans le domaine des infractions relatives ici à la pêche illicite, lorsque vous prenez le code de la pêche maritime, qui a été révisé en 2015, ce code précise qu'il existe deux types de pêche. Vous avez la pêche artisanale et la pêche industrielle. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelle la pêche semi-industrielle. Semi-industrielle. Semi-industrielle, c'est-à-dire tantôt un peu artisanale, tantôt industrielle. Donc, mais nous avons estimé qu'il faut éliminer cela. C'était confus. C'était confus. La pêche artisanale est pratiquée par nos parents qui utilisent les parcs ou des pirogues là qui sont aussi avancées, qui ont une grande longueur, qui est bien équipée. Donc, et la pêche industrielle ici qui est pratiquée ici par des navires spécialisés dans le domaine. Et dans des zones différentes. Lorsqu'on prend la mer territoriale, qui s'étend sur 22 km, la pêche industrielle, elle est interdite. Dans cette zone-là. Dans cette zone. Dans la mer territoriale. La mer territoriale. Oui. Donc nous avons estimé qu'il faut réserver cette zone ici à la population. Si les bateaux, à tous ceux qui pratiquent la pêche artisanale. La pêche artisanale. Si les bateaux font la pêche dans les autres zones et au niveau de la mer territoriale, mais rien ne peut rester au niveau de cette zone. Nous avons dit qu'il faut réserver cette zone ici à ceux qui font la pêche artisanale. Donc lorsqu'un navire de pêche vient faire une activité de pêche dans cette zone, ça devient une infraction. Et c'est ce qu'on appelle la pêche illicite. Pêche illicite. Ça, c'est une pêche illicite. Donc les structures de surveillance qui sont là, ils voient chaque navire, je vous ai dit, à une identification. Une fois que le navire a une licence de pêche guinéenne, chaque licence correspond à un type de pêche. Donc si on te dit de passer au niveau de la zone A, tu laisses la zone A, tu passes au niveau de la zone B, mais tu serais arrêté. Bien. Donc voilà comment je présente les types d'infractions relatives à la pêche. Donc au-delà de ces cas-là, est-ce qu'il n'y a pas d'autres, à part le brigandage dont vous avez parlé, la piraterie qui se passe au-delà de nos eaux et cette pêche? Et aussi, il y a aussi d'autres infractions relatives ici à la pollution de l'environnement. Ça, c'est par rapport au transport des hydrocarbures par les navires. Il y a ce qu'on appelle des éléments constitutifs de l'infraction relative à cela. Vous avez la pollution opérationnelle et la pollution accidentelle. La pollution opérationnelle ici est relative ici au fonctionnement du navire lui-même, de passage. Et la pollution accidentelle ici est relative ici aux accidents
qui se passe en mer. En droit maritime, ces critères d'infraction sont traités au niveau du droit des événements de mer. Donc, lorsqu'il y a accident de mer, vous savez, des fois les bateaux se renversent. Et si le bateau là a du pétrole, combien de tonnes de pétrole qui va se déverser en mer? Vous avez entendu. Comme le cas du Nigeria. Le cas du Nigeria, la marée noire. Et il y a certains navires aussi qui déversent des déchets toxiques. En 2006 ou 2007, vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire, le navire hollandais qui avait déversé des déchets toxiques au niveau des côtes ivoiriennes. Et cela a entraîné ici une épidémie au sein de la population voisine. Et ce cas-là même a été... C'est des cas comme ça qui sont prévus. Mais la Guinée n'a pas encore été victime de ça. Non, à mon entendement, la Guinée... Ce genre d'infraction. Dans nos eaux. Dans nos eaux, il n'y a aucun navire qui déverse ces déchets-là dans nos eaux. Ça, le ministère de l'Environnement est plus placé pour répondre à cette situation. Voilà. Oui. Et il y a eu même la réforme, par exemple, du Code de l'environnement. Et je pense qu'il y a pris toutes les mesures nécessaires dans le cadre de la protection de l'environnement sous toutes ses formes. Parce qu'il faut protéger ici le domaine public maritime. Et quand on parle donc d'arraisonnement, quand les bateaux, par exemple, se rendent coupables de pêche illicite, c'est-à-dire que c'est un bateau qui a une licence de pêche industrielle, qui a quitté la zone de pêche industrielle, qui vient pêcher dans la zone territoriale, c'est ça, la mer territoriale. Ils sont arrêtés. Et donc, dans la structure de la préfecture maritime, comment est-ce qu'on procède à l'observation de la sanction et à l'application, je veux dire à l'observation de l'infraction et à l'application maintenant de la sanction, là où vous parlez d'arraisonnement, de comité d'arraisonnement, ainsi de suite. Qui est-ce qui intervient dans tout ça? Comment on applique la loi à ce niveau-là? D'abord, il faut comprendre que la préfecture maritime n'est pas une juridiction. Ce n'est pas une juridiction qui tranche les litiges. Bien. Non. Au niveau du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, avant, la Commission nationale d'arraisonnement siégeait au niveau du ministère. Et après la mise en place de la préfecture maritime, je pense que la commission a été transférée au niveau de la préfecture maritime. Donc le préfet est le président de cette commission. Le directeur national du centre de la surveillance de la pêche maritime est le vice-président. Le comité national d'arraisonnement? Oui, au comité national d'arraisonnement. Et ce comité est composé aussi de tous les services qui interviennent dans le domaine de l'action de l'OTAN en mer. Et ce comité aujourd'hui, est-ce qu'il est de plus en plus actif? Est-ce qu'il procède à plusieurs arraisonnements? Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs bateaux qui se rendent coupables d'infractions dans nos eaux et donc, par exemple, de pêche illicite. Ce comité est actif. Et lorsque un navire est appréhendé dans une zone interdite, le bateau est arraisonné. Et le bateau est automatiquement acheminé au niveau du quai du Conakry. Et ensuite, la commission va se réunir, conformément au travail fait par les inspecteurs à bord, les inspecteurs de pêche, du ministère de la pêche maritime. Ils étudient le dossier et conformément à la législation en vigueur, et il y a des amendes à payer. Mais je pense que cette question doit être répondue par un membre du ministère de la pêche maritime qui va vous donner des statistiques. Pour savoir le nombre d'arraisonnements qu'on a eu le plus souvent et ce qu'on a eu ce qu'on a eu comme redevance. Comme redevance engrangée en termes d'argent, de finances et tout. Et vous devez comprendre que les amendes qui rentrent sont automatiquement versées au compte du trésor public. Ça a été une décision du président de la République. À chaque fois qu'il y a amende, l'amende on verse directement au trésor public. Ça, c'est un acte administratif insusceptible de recours. Donc, il n'y a pas de pagaille dedans. Tout ce que la commission fait rentrer, la commission verse au compte du trésor public. Mais je pense que le responsable de ces départements ministériels peut vous en dire de plus pour voir les statistiques des bateaux arraisonnés et ce qui est rentré. Voilà, donc la mer c'est une vaste zone, un vaste espace qui s'étend à perte de vue. C'est vrai que la préfecture maritime est installée sur la partie continentale, donc sur le sol ici, mais qui a
la nécessaire attribution de contrôler notre espace qui se prolonge dans la mer jusqu'à 372 km là-bas, très vaste donc. Et pour terminer, dernier mot là-dessus, au-delà de tous les principes, la réglementation qui est prévue, ça veut dire que la Guinée exerce une souveraineté, un contrôle sur l'espace maritime qui est le nôtre aujourd'hui. Affirmatif, bien sûr. Au-delà de tout ce qu'on dit, il faut comprendre que la Guinée exerce vraiment sa souveraineté au niveau de ses espaces maritimes. Donc, il faut comprendre qu'il y a des structures de surveillance qui existent. Actuellement, la coopération française nous aide beaucoup dans ce sens. Bien. Et d'ailleurs, ça, c'est une initiative présidentielle. Il faut saluer le courage du président de la République, de l'action du gouvernement dans ce sens. Parce que presque vous n'entendez plus de donc, au-delà de la... Contrairement à la Guinée... On était sous sanction de l'Union européenne. Ouais, par rapport à la pêche. Par rapport à la pêche illicite. Donc, tout cela n'existe pas aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que la République de Guinée possède des services qui participent réellement à la surveillance de nos espaces qui nous appartiennent. Donc, de la mer territoriale, de nos côtes, jusqu'au-delà de la zone économique. Donc, est-ce que nos frontières maritimes sont, on va dire, comment, je dirais pas impénétrables, mais quand même sécurisées, parce que autant on parle de frontières poreuses dans la zone terrestre, par exemple, on va dire que les gens passent facilement dans les frontières avec les autres pays. Est-ce qu'au nombre des 34 pays côtiers, on peut dire que la Guinée est un des pays craints? Genre, on a peur de venir, de s'aventurer dans nos eaux parce qu'on sait qu'il y a un contrôle sérieux, constant. Donc, ceux qui font de la piraterie, ceux qui font de la pêche illicite, d'autres activités illicites en mer, craignent notre espace maritime. Est-ce qu'il y a d'autres espaces aujourd'hui, par exemple, sans citer peut-être les noms de ces pays, où on fait du n'importe quoi dans leurs eaux, où les pirates s'aventurent, où les bandits de mer s'aventurent, parce que, justement, il y a moins de contrôle, il y a moins de mécanismes de surveillance, et leurs frontières maritimes sont un peu, on va dire, poreuses. Oui. En termes de comparaison. En termes de comparaison, lorsque vous prenez certains États qui sont considérés comme des États déliquescents. Déliquescents. C'est-à-dire là où l'État n'arrive plus à assurer la sécurité, maritime, telle que la Libye par exemple, la Somalie, Djibouti. Et on fait tout, n'importe quoi dans leurs eaux. Donc, c'est d'ailleurs dans ces États-là que la piraterie est beaucoup pratiquée. Notamment en Somalie. Notamment en Somalie. Où on s'attaque aux bateaux, aux navires tout le temps. Oui, on arrête des navires qui possèdent du pétrole et autres, on les rançonne de fortes sommes. Donc il y a certains États qui sont inscrits dans ce sens, mais quand même avec les institutions internationales, avec l'Organisation maritime internationale, l'Union européenne, il y a des structures aujourd'hui en Afrique qui participent à la surveillance sur des questions des activités maritimes. Je vous ai donné le nom du CRESMAO qui est à Abidjan, du CRESMAG qui est au niveau du Congo-Brazzaville par exemple, et le Centre international de coordination. Donc sur ce plan, on peut dire que la Guinée est bien positionnée. La Guinée est bien positionnée en termes de sécurité maritime. En termes de sécurité maritime. D'ailleurs, la marine nationale est là, l'état-major de l'armée de mer. Ah, mais on n'a pas de bateaux de guerre. Hein? Non, on n'a pas de bateaux de guerre, mais nous avons des vedettes. Nous avons des vedettes qui sont très très performantes et qui sont très équipées dans ce sens. Bien. Ce n'est qu'un début, je l'ai dit, on va continuer sur d'autres aspects parce que c'est un sujet vaste. Oui. Au même titre que la mer elle-même, elle est vaste, et notre espace maritime qui semble très vaste aussi. Hein. Donc nous reviendrons là-dessus. Merci quand même d'être passé pour ces explications. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et à travers votre plateau, tous ceux qui ont des questions relatives au domaine des activités maritimes peuvent vous envoyer des questions par SMS ou partir au siège de la préfecture maritime. Le siège est
au niveau de la Villa Nef de la Cité des Nations, et en face de l'hôtel du nouveau hôtel de l'Indépendance. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ouais. Il faut rappeler que c'est un cours qui a besoin d'être développé aussi dans beaucoup d'universités, notamment les universités publiques, pour l'instant qui n'est donné que dans 2 universités de la place, UNC et Kofi Annan, dont il est lui-même le professeur. Et donc c'était tout pour cette émission relative donc au droit maritime, à la découverte de la législation de notre pays en matière du contrôle de notre espace maritime. Nous reviendrons sur d'autres aspects de cette thématique à la prochaine occasion. D'ici là, merci à tous pour votre attention. À demain pour un autre numéro. Prenez soin de vous et au revoir.